On vous connaît en tant que businessman, on vous connaît en tant qu'entrepreneur. Est-ce que c'est l'école qui vous a permis de réussir? La réponse objective, c'est oui. L'école m'a beaucoup aidé à plusieurs niveaux, mais j'ai très vite compris avec le temps que cela ne suffirait pas. Le droit que vous pratiquez, il est français. Est-ce qu'un avocat africain dans la zone francophone est libre ou alors il est tout simplement prisonnier du système juridique colonial? À plusieurs égards, on a envie de dire oui. Si nous comptons déjà que pour pouvoir exercer comme avocat, vous n'êtes pas évalué sur la base de votre connaissance profonde du droit coutumier, mais plutôt du droit classique, nous sommes pleinement à plus de 200% dans le système éducatif hérité de la colonisation. Cette vidéo est extraite d'un podcast de 3h30 sur l'éducation et une nouvelle émission podcast que je démarre avec le docteur Claudel Noubissi et maître Monsège, avocat. L'émission intégrale sera disponible dès vendredi 3 octobre 2025 à 19h. Est-ce que l'éducation, c'est-à-dire institutionnelle que vous avez reçue, vous a permis de réussir? On vous connaît en tant que businessman, on vous connaît en tant qu'entrepreneur, on vous connaît aussi en tant qu'enseignant parce que vous formez énormément. Est-ce que c'est l'école qui vous a permis de réussir ou alors vous avez dû désapprendre pour réapprendre? Alors ça, c'est une très belle question, bien que ce soit un peu philosophique. Et on revient toujours sur l'école parce que la philosophie, c'est un peu une discipline. Mais déjà, c'est quoi réussir? Non, on parlait d'argent. Oui, on parle d'argent, certes, mais la question était orientée dans le sens où est-ce que c'est l'école qui m'a permis de réaliser ce que j'ai réalisé et en mettant tout ce que j'ai réalisé comme une forme de réussite. Exact. Donc, mais je vais laisser le débat philosophique de c'est quoi la réussite et tout. Est-ce que l'école m'a aidé dans ce que j'ai eu comme parcours? La réponse objective, c'est oui. L'école m'a beaucoup aidé à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, si je peux m'exprimer comme je le fais actuellement, c'est grâce à l'école. Je l'ai appris à l'école. Aujourd'hui, si je sais compter, c'est grâce à l'école. Aujourd'hui, si j'ai une certaine logique, c'est grâce à l'école. Aujourd'hui, si j'ai la possibilité de pouvoir faire les travaux que j'exerce, que ce soit en tant que médecin ou en tant qu'entrepreneur, d'une part, il y a une grosse partie d'école. Donc, je dirais oui. L'école m'a apporté énormément. L'école m'a permis de pouvoir réaliser un ensemble de choses. Mais j'ai très vite compris avec le temps que cela ne suffirait pas. Parce que durant mon parcours, je me suis rendu compte qu'il y a des difficultés, des challenges auxquels j'étais confronté, dont l'école ne m'apportait pas de solution. Et j'étais donc obligé parfois de compléter mes connaissances. Parfois de désapprendre parce que l'école, pour certains cas de figure, devenait une barrière. Parce qu'il faut le dire, certainement durant le podcast qu'on va développer, du fait qu'à l'école, on apprend un certain paradigme. Et lorsqu'on se retrouve dans le milieu purement professionnel, on découvre un nouveau paradigme. Donc du coup, parfois, l'école peut nous aider dans ce paradigme-là. Mais pour certaines actions, il faudrait pouvoir oublier totalement ce qu'on a appris à l'école et apprendre de nouvelles choses pour s'adapter à ce paradigme. Avant de poursuivre, laisse-moi te parler d'une nouvelle chaîne qu'on a créée, Excel Enrich. C'est notre espace 100% tech. Les secrets des grandes plateformes, les révolutions plus ou moins silencieuses de la technologie, l'économie numérique et toutes ces innovations qui changent ta vie, voire qui vont changer notre société. Si tu veux comprendre ce qui se cache derrière l'écran, découvrir des histoires que personne ne raconte et avoir un vrai regard d'avance sur la technologie, donc va, tu t'abonnes et puis tu reviens, on continue la vidéo. Là par exemple, on a publié une magnifique vidéo sur une question intéressante. Et si Google disparaissait, tu vas vite te rendre compte que ce n'est pas un simple outil qu'on utilise pour faire de la recherche. Le droit que vous pratiquez, il est français. Il est français, effectivement. Est-ce qu'un avocat africain dans la zone francophone est libre ou alors il est tout simplement prisonnier du système juridique colonial? Essayons de replanter le débat déjà. S'agissant du Cameroun, si on s'en tient uniquement à la constitution camerounaise, qui est actuellement en cours, il y a plusieurs sources de droit qui sont reconnues et qui sont donc appliquées. La principale, c'est bien sûr le droit écrit. Le droit écrit, c'est celui qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le droit hérité de notre passage ou de notre rencontre un peu compliquée avec l'administration coloniale, duquel est issu ce qu'on appelle le système romano-germanique. Nous retrouvons donc plusieurs États, pas simplement francophones, mais plusieurs États qui ont à peu près ce même droit, qui dérive en fait du droit romain, du droit latin.
Et à côté, on a reconnu une certaine place, une certaine prégnance à la coutume qui nous permet au Cameroun, pour ne parler que de lui, mais d'autres États aussi africains, d'avoir ce que nous appelons le droit coutumier et donc des juridictions de droit coutumier. Mais la réalité, elle est froide et elle est telle que ce sont les juridictions de droit écrit, donc les juridictions de droit issues du système romano-germanique qui ont le vent en poupe et qui ont plus de visibilité sur le devant de la scène. Une fois ce préalable posé, alors, est-ce que l'avocat est prisonnier de ce système colonial pour exercer sa profession? À plusieurs égards, on a envie de dire oui. Si nous comptons déjà que pour pouvoir exercer comme avocat, vous n'êtes pas évalué sur la base de votre connaissance profonde du droit coutumier, mais plutôt du droit classique. Nous parlons au Cameroun, par exemple, des facultés de droit, facultés de sciences juridiques et politiques. S'il faut s'en tenir à la formation que nous recevons auprès de nos maîtres formateurs, s'il faut s'en tenir au mode d'évaluation, s'il faut s'en tenir au diplôme ou alors au parchemin qui nous permettent de dire aujourd'hui nous détenons le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, nous sommes pleinement à plus de 200% dans le système éducatif hérité de la colonisation. Est-ce que nous sommes vraiment une nation? En fait, Parce que tu as dit tout à l'heure que c'est possible de pouvoir définir soi-même ses propres lois en fonction de notre contexte, en fonction de notre culture et de tout ce qui nous est propre. Et tu as un peu expliqué de manière méthodique comment cela pourrait se faire. Mais quand j'analyse, je dis que c'est complexe parce que ça va aussi prendre en compte les autres aspects de la nation, des aspects économiques, des aspects culturels, des conflits d'intérêts, l'influence extérieure, nos voisins, ainsi de suite. Et du coup, je me pose la question, est-ce que nous sommes vraiment une nation? Est-ce que ce n'est pas une chimère? Est-ce que ce n'est pas un débat de plus que nous sommes en train d'avoir sur quelque chose que, voilà, de toutes les manières, tout le monde le sait déjà, mais ça ne changera jamais parce que les dés sont pipés d'avance? Alors, je vais d'abord essayer d'étayer votre questionnement, qui n'est pas si pessimiste, si on prend un peu de temps. Il n'est pas pessimiste, mais j'ai envie de dire que c'est l'électrochoc dont on a besoin pour relancer l'organisme. Parce qu'effectivement, si nous nous considérons comme une nation, nous sommes une nation catatonique. Ça, il faut le dire. Et par catatonie, pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas différent du coma. Ce n'est pas différent d'être totalement inanimé, d'être à un pas de la mort. Nous sommes une nation catatonique. Alors, la première chose, c'est déjà de comprendre pourquoi est-ce qu'on a l'impression pessimiste que ça ne sert à rien de dire des choses que tout le monde sait encore et encore depuis. L'éducation à l'occidentale arrive en Afrique à la faveur de la triste politique d'impérialisme et de colonisation qui ont été menées sur notre continent. L'objectif, lorsque les premières élites étaient instruites, ce n'était pas d'affranchir scientifiquement ou institutionnellement les nations colonisées, mais c'était pour créer un relais de transmission du pouvoir ou de la volonté coloniale depuis les métropoles jusqu'au stock, jusqu'aux zones de stock qu'étaient nos nations à l'époque. Et dans la logique de s'assurer que les intermédiaires remplissaient leur travail, on leur facilitait la tâche. Les administrations coloniales leur facilitaient la tâche, notamment en traçant les frontières que nous avons eues aujourd'hui pour séparer les peuples, pour séparer les communautés, pour créer artificiellement de la distance entre les peuples et empêcher toute forme de réunion, de conjonction d'idées, de conjonction de volontés et donc de renouvellement des ardeurs soit nationalistes, soit indépendantistes des nations noires. Nous avons aujourd'hui des peuples comme par exemple l'ethnie Kanuri, que nous retrouvons dans le septentrion du Cameroun, qui est en même temps dans le septentrion du Cameroun et qu'on retrouve aussi dans le Nigeria. Nous avons l'ethnie Peul, qui se retrouve dans plusieurs pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Nous avons le grand peuple ou la grande communauté Fan, qui se retrouve dans plusieurs peuples, dans plusieurs nationalités d'Afrique centrale. Même chose pour le peuple Bassa et les peuples Sawa, qui remontent jusqu'au Congo par exemple. Donc, il a été question de créer des barrières pour empêcher le retour de l'union et des volontés. Et donc,
de la résistance à cette percée coloniale. Donc tous les instruments qui étaient mis en place par l'administration coloniale allaient dans le but de faciliter leur volonté qui était celle d'exploiter, de se nourrir et de piller les nations africaines. Il était donc logique. Non, et d'aller même plus loin, de les absorber, en fait de les rendre catatoniques. Puisque si ce n'était que voler, ils pouvaient très bien voler sans nous détruire. Oui, voilà. Effectivement. Donc, il était donc logique dans cette compréhension de leur démarche que l'éducation n'est pas le but, n'est pas pour but d'instruire, de développer, d'autonomiser et de donner de nouveaux outils à cette élite postcoloniale. Il était question d'en faire plutôt d'excellents relais. Et pour en faire des excellents relais, il fallait dépersonnaliser. Il fallait vider de toute essence et vider de tout paradigme ce qui allait devenir ces relais-là. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe encore aujourd'hui. Parce que ne l'oublions pas, dans beaucoup de démocraties africaines, nous sommes encore à l'an 1 des indépendances. C'est-à-dire un seul exercice, une seule forme de pouvoir ou un seul chef d'État depuis l'accession à l'indépendance. Grand max 2. Mais d'un point de vue psychologique, d'un point de vue idéologique, rien n'a réellement changé dans la logique d'indépendance réelle de ces nations-là. Donc, à partir du moment où nous saisissons l'éducation qui nous a été transmise comme un outil de formatage, il est très difficile de penser que ce soit avec les règles de ce jeu qu'on essaye de sortir la tête de l'eau. Une autre illustration toute simple. Ce n'est pas le docteur qui me contredira. Quelle a été la réelle place laissée dans nos cours d'histoire sur les royaumes africains? Toi, tu parles loin là-bas. C'est-à-dire, je commence à apprendre une information correcte sur l'Afrique quand je décide de chercher l'information moi-même. Avant ça, on ne me racontait que les échecs. C'est-à-dire, ils insistaient tellement sur les échecs qu'un jour, je demande à mon professeur d'histoire géo de terminale que il n'y a eu aucune victoire. Elle me dit si l'Éthiopie. Je dis comment? L'Éthiopie a aussi été colonisée. Parce qu'on a tendance à le dire qu'ils ont combattu l'Italie. Mais avant l'Italie, il y a eu d'autres personnes. Il y a eu d'autres puissances. Quand on parle des années 400, suivant l'ère actuelle, l'Éthiopie n'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est dans cet ensemble de choses que nous n'avons été forcés de découvrir qu'à la faveur d'un réveil, je ne vais pas dire tardif parce que chaque éveil a un objectif et a une certaine synchronicité avec l'ère du temps. Mais nous n'avons pu découvrir ces choses qu'en dehors du champ classique de l'éducation. Parce que nos livres d'histoire ne nous renseignaient que sur les Occidentaux. Les paradigmes ne nous étaient transmis. Même la géographie. Je t'assure que même la géographie, je connaissais les... Quand on te parle de toundra, de taïga, il y a ça en Afrique. Je vais encore plus loin. Jusqu'aujourd'hui, malgré que tout le monde sait que la carte de Mercator est un scandale en termes de dimension réelle des continents du monde, c'est toujours cette carte qui est dans tous les livres de géographie que nous retrouvons. On parle uniquement parce qu'on en a parlé avec suffisamment de force. Oui. Sinon, ça n'aurait jamais été mentionné dans un de leurs reportages. Parce que j'ai été choqué l'autre jour, je scrolle sur TikTok, je vois un extrait, je regarde en bas, je vois France 24, je dis, ok. France 24 est en train de nous expliquer clairement là que le Groenland, que l'Afrique fait 14 fois la taille du Groenland. Je suis en train de rêver ou bien... Je zoome, je me rends compte qu'effectivement, c'est fondé. Non, j'ai d'abord sauvegardé. Cette vidéo est extraite d'un podcast de 3h30 sur l'éducation et une nouvelle émission podcast que je démarre avec le docteur Claudel Noubissi et maître Monsège, avocat. L'émission intégrale sera disponible dès vendredi 3 octobre 2025 à 19h.